Hello, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour un nouveau journal d'une lectrice après à peu près, je pense, 2 mois d'absence. Si vous avez visionné ma dernière vidéo concernant les dernières réceptions, je l'ai déjà dit, en fait, j'ai été pas mal malade pendant à peu près 5 semaines. J'ai enchaîné les petits virus, alors les petits, plutôt les gros virus, la grippe, les sinusites, voilà. J'ai été aphone pendant plus d'une semaine. Donc je ne pouvais clairement pas tourner de vidéo, c'est déjà très compliqué d'essayer de communiquer avec mes patients, donc j'imagine même pas là en vidéo. Mais soit, le plus important c'est que j'ai retrouvé ma voix et donc je peux me permettre maintenant de vous faire un retour sur mes dernières lectures. Je vais donc vous faire un retour sur mes lectures d'avril et mai et je vais essayer de reprendre un rythme à une vidéo par mois pour reprendre avec mes lectures de juin dans une autre vidéo. J'ai un peu plus de 10 livres à vous présenter, donc je vais essayer d'être concise, même si clairement ce n'est pas mon fort, vous le savez. Je pense que je vais essayer de m'attarder davantage sur les livres que j'ai vraiment aimés. Et pour les livres que j'ai moins aimés, je vous présenterai juste le résumé et je vous dirai en 2-3 mots ce que j'en ai pensé. On va commencer par un livre où ça va aller assez vite. Il s'agit du tome 7 des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc qui est la sœur disparue. Pourquoi ça va aller assez vite? Parce que comme c'est un tome 7, je n'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas du tout commencé cette saga. Oui, oui, il y en a encore. J'ai eu quelques commentaires en ce sens sur Instagram. Bon, c'était un petit pavé de plus de 900 pages. Je l'ai écouté en audio. Et je pense que je l'ai écouté sur 2 ou 3 mois parce que je l'arrêtais, j'écoutais un autre livre, j'y revenais, j'écoutais un autre livre. Ça montre bien que c'est pas le livre qui m'a le plus emballé. Et en fait, finalement, j'ai réussi à écouter, je pense, quasiment la moitié en 2 ou 3 jours parce que j'avais utilisé les ponts du mois de mai sûrement pour avancer dans les petits travaux sur le jardin, sur le fait de remettre de la lasure sur toutes les boiseries, etc. Et donc du coup, j'avais mis ça en audio et du coup, je l'ai terminé comme ça. Donc c'est le tome 7 des 7 sœurs, je vous l'ai dit. C'est un tome du coup où on réunit un petit peu l'ensemble des sœurs et elles vont aller eh bien, à la recherche de cette fameuse sœur disparue. J'ai bien aimé le fait que ce tome-là réunisse les sœurs dont il a été question sur les 6 premiers tomes, parce que ça nous remet un petit peu, comment dire, les informations en tête sur Maya, etc., les sœurs qu'on a lues dans les premiers tomes et qu'on n'a pas vraiment revues depuis. Mais pour autant, c'est pas du tout mon tome préféré. J'ai trouvé que les 6 premières sœurs s'acharnaient énormément vers la sœur disparue. Il y a une sorte de traque en fait après la sœur disparue. Et il y a même parfois une sorte d'irrespect par rapport aux volontés de cette sœur disparue. Et voilà, j'étais pas forcément très enchantée de la manière dont certaines choses se produisaient. Par contre, j'ai beaucoup aimé le voyage dans le temps. Ici, on va être en Irlande avec la guerre d'indépendance. Et ça, j'ai vraiment bien aimé ce côté historique. Comme d'habitude, c'est hyper bien documenté, mais c'est très fluide puisque c'est intégré à l'intrigue. J'ai bien aimé découvrir cette potentielle sœur disparue. Je ne vous donnerai pas la fin de ce tome, je ne vous spoilerai rien du tout, ne vous inquiétez pas. La fin du tome donne envie en fait de lire le dernier tome, clairement. Je pense qu'elle est très forte pour ça. J'appréhende un peu de lire le dernier tome parce que à la fois ça n'a pas, enfin c'est bizarre ce que je vais dire, mais ça n'a pas été une saga mémorable et en même temps c'est ce qui m'a donné envie de lire Lucinda Riley. Je pense qu'elle a été hyper novatrice dans son genre et donc ça m'a donné vraiment envie, mais pour autant j'ai à chaque fois dû vraiment espacer mes lectures pour ne pas me lasser du schéma narratif. Et il y a vraiment, enfin, il y a, je trouve, une certaine inégalité dans les tomes. Après, je pense que c'est aussi en fonction de votre personnalité, en fonction des pays qui vous attirent, en fonction de votre sensibilité à l'histoire de certains pays, etc. Mais moi, il y a des tomes où ça m'a paru hyper long et c'est une saga qui me touche dans le sens où ça m'a permis de découvrir l'autrice et j'ai aimé aussi d'autres romans de l'autrice. Et en même temps,
Il y a eu tellement euh, de médiatisation, en fait. Enfin, en tout cas, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, etc. Il y a eu un encensement où cette saga, enfin, selon moi, elle n'est pas parfaite. Et voilà, je l'aime bien, mais pour autant, c'est pas ma saga préférée de tous les temps. Mais par contre, je pense que c'est aussi un peu cette saga-là qui m'a fait aller vers les sagas. Avant, j'étais vraiment one-shot tout le temps, et là, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de sagas en cours. Bref, je vais arrêter parce que je vais commencer à me disperser, et on a dit que c'était une vidéo concise. Donc, pas mon tome préféré, mais ça nous permet d'en savoir plus sur la sœur disparue. Et maintenant, j'ai envie de lire le dernier pour voir un petit peu eh bien, le dénouement final de toute cette histoire, parce que quand même, si on compte à peu près 900 pages sur 7 tomes, eh bien, ça fait quand même 6300 pages avalées pour une histoire, et donc j'ai clairement envie de savoir, de connaître la fin. Bref, j'ai également lu L'île des souvenirs de Christelle Duchamp. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous le savez, l'autrice m'a envoyé 3 de ses romans que je n'avais pas encore lus. Je la remercie une nouvelle fois. C'est une autrice que j'aime énormément, et j'irai même plus loin, c'est une femme que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas m'étaler de nouveau là-dessus, mais c'est important de le dire. J'ai parfois du mal, moi, à dissocier l'auteur de la personne. C'est un long débat, hein, à chaque fois. Est-ce qu'il faut dissocier l'artiste, enfin, de son œuvre? Euh, Moi, j'ai du mal quand ça passe pas avec un auteur en dédicace. Je donnerai pas de nom là, mais ça m'est déjà arrivé. Et ben après, j'ai beaucoup de mal à lire ses romans. Ça m'est arrivé avec un auteur de polar thriller français. Enfin, et pas que polar thriller, mais il en a écrit. Où la dédicace, clairement, non. Enfin, j'ai pas senti le personnage, et du coup, je ne peux plus lire ses romans alors qu'il est encensé partout en France, hein. Enfin, voilà. Et ça m'est arrivé avec une autrice française, une autrice de romans contemporains, je vais dire, où clairement, conflit de valeurs en fait, impossible, et du coup, c'est tout, j'ai arrêté de lire ces romans, alors qu'avant, j'appréciais plutôt les lire, et j'ai vraiment du mal à dissocier la personne de l'auteur et de l'autrice. Et dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que quand vous croisez un auteur, si vous en avez déjà croisé en dédicace, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déçu et donc du coup d'arrêter de ce fait de lire les livres? Est-ce que vous arrivez à dissocier les deux? Et au contraire, est-ce que parfois vous avez eu des super bonnes surprises en dédicace et du coup ça vous a donné encore plus envie de lire l'auteur ou l'autrice? Voilà, vous me direz. En tout cas, soit pour Christelle Duchamp, c'était un énorme coup de cœur humain, et donc du coup ça me donne encore plus envie de lire ses livres. Pour autant, du coup je suis hyper exigeante parce que je sais à quel point elle peut être talentueuse. Quand j'ai lu Où tu seras reine, ça a été un énorme coup de cœur pour l'intrigue mais aussi pour la plume. Mais je sais qu'il y a eu un cheminement de sa part au fur et à mesure de ses romans, et Où tu seras reine se distingue vraiment par la plume et par ce qu'elle a voulu insuffler en fait comment dire, dans sa manière d'écrire. Alors que sur les 4 autres romans, on est plutôt sur du thriller plus classique, avec un rythme haletant, etc. Et donc du coup, une plume, j'irais moins travaillée, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est dans le sens plus fluide, pour pouvoir laisser place à l'action. On ne peut pas avoir une plume hyper poétique, un peu, pas lourde, mais en tout cas texturée, et en même temps avoir 50 milliards d'actions. C'est pas possible, sinon on s'y perd. Et donc sur ce roman-là, on est plutôt effectivement sur une plume hyper fluide, beaucoup plus classique, beaucoup plus conforme à ce qu'on connaît dans le monde du thriller. Et je vous dis du coup ce que j'en ai pensé après vous avoir lu le résumé. Delphine, 22 ans, est une étudiante à Lyon. Issue d'une famille stricte, elle tente de s'émanciper en écumant bars et boîtes de nuit. Un soir, elle suit une ombre mystérieuse jusqu'à sa voiture et se réveille dans une maison abandonnée, menottée à un radiateur. Très vite, elle est rejointe par une autre prisonnière, qu'elle connaît. L'une des deux ne survivra pas. L'enquête confiée à la crime piétine aux yeux de l'opinion, et pour cause. La mémoire de la rescapée est un champ de ruines. Sous pression, le capitaine Romain Mandier accepte l'aide d'un profiler et d'une psychotraumatologue. Pourront-ils exhumer, parmi ces souvenirs parcellaires, des fragments qui mèneront au coupable?
Alors, moi, j'ai adoré dès les premières pages. Et encore une fois, je vous le dis, oui, j'apprécie l'autrice, j'apprécie la femme qu'il y a derrière tout ça. Mais attention, j'essaye de rester hyper objective. C'est-à-dire que si demain, je lis un Christelle Duchamp et que je ne l'apprécie pas, je saurais vous le dire de manière hyper bienveillante et hyper constructive. Donc là, si je vous dis que j'ai aimé, c'est voilà, c'est que vraiment, j'ai aimé. J'ai adoré dès les premières pages. J'ai su que ça allait être quelque chose d'hyper addictif parce que la situation se met hyper rapidement en place, c'est accrocheur dès le départ. Et je pense que j'ai lu en 2 jours, à un moment où j'avais pas vraiment le temps de lire. Mais voilà, je me suis organisée, je me mettais au lit, hop, je lisais quelques pages, même si je sentais que le sommeil allait venir me gagner, enfin qu'il allait me gagner, mais pour autant, ouais, je l'ai encore une fois lu en marchant, ça c'est l'effet Christelle Duchamp, moi je lis ses livres en marchant, ce qui m'arrive assez rarement. Si je sors du boulot pour aller jusqu'à ma voiture, ben, je vais le sortir, même si ça me permet de lire 3 pages. Donc vraiment un rythme hyper haletant, une atmosphère hyper anxiogène, mais c'est quand même super bien dosé, c'est-à-dire que ça me terrifie pas au point où je veux plus y retourner, au contraire. J'ai envie d'y retourner pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc vous l'aurez compris, il y a un moment de huis clos en fait, hein, où deux victimes vont se retrouver. Il y en a une qui va pas sortir vivante et l'autre qui va pouvoir en rescaper va avoir une mémoire complètement morcelée. J'ai adoré, encore une fois, le côté psychologique. On sent que l'autrice maîtrise son sujet et quand on est soi-même psychologue, alors moi je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, donc la mémoire, clairement, ça me connaît, c'est mon domaine. Donc quand on a une autrice qui maîtrise son sujet et qui arrive à rapporter tout ça dans une intrigue, en étant hyper fluide, etc., bah, moi c'est bingo, clairement, je peux qu'être enthousiasmée par tout ça. J'ai adoré le rythme, j'ai adoré le fait aussi qu'on change de point de vue au fur et à mesure, c'est-à-dire que pendant un moment, on va être sur le point de vue de Delphine, donc la première victime. Ensuite, on va être sur le point de vue de la seconde victime. On va être sur le point de vue de la psychotraumatologue à la fin, du profiler. Et donc, on a aussi toute une construction en fait de l'histoire à faire par rapport au point de vue. On va devoir imbriquer en fait toutes les pièces du puzzle qu'on nous donne. Alors, je me suis sentie un petit peu maligne au fur et à mesure de ma lecture. Je me suis dit, ah, je vois venir les choses, etc. Ah, je commence à bien capter l'écriture de Christelle Duchamp. Puis là, il y a le plot twist final qui arrive. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu t'es complètement fait berner une nouvelle fois. Bah oui, ça aussi, c'est l'effet Christelle Duchamp, je pense. En fait, je pensais avoir tout vu venir et rien du tout. Alors, ce qui peut être reproché, ce que moi, je ne lui reproche pas du tout, mais ce qui peut être reproché, ce que j'ai lu aussi en retour, c'est qu'il va y avoir quelques passages un petit peu théoriques sur toute l'histoire de la psychologie, enfin toute l'histoire, une partie de l'histoire de la psychologie et une partie un petit peu expérimentale de cette psychologie. Alors moi, c'était des choses que je connaissais de par mes études, etc. Mais quand on ne connaît pas, on peut peut-être avoir l'impression que ça fait un petit peu du copier-coller dans une intrigue qui est pourtant hyper fluide. Mais dites-vous bien que ces moments-là d'approche théorique de la psychologie expérimentale, eh bien, ces moments-là vont être nécessaires pour que vous puissiez comprendre que tout ce qui se passe à l'intérieur est complètement plausible. Voilà. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez penser, ben non, mais en fait, c'est presque du fantastique là-dedans. Non, non, clairement, tout ce qui se passe à l'intérieur peut être plausible. Dites-vous bien encore une fois que votre mémoire n'est pas aussi solide que ce que vous pensez, que votre mémoire est très 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 liée à vos émotions, mais elle peut être aussi sujette à beaucoup de manipulations internes ou externes dont vous n'avez pas forcément conscience et qui vont du coup impacter eh bien, vos souvenirs, vos comportements. Voilà, ça peut impacter énormément de choses, mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas du tout vous spoiler. Si vous lisez ce roman suite à mon avis, ou si vous l'avez lu dernièrement, que vous vous en souvenez, que vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas à venir me voir ici en commentaire ou sur Instagram. Si vous avez envie de me faire un vocal aussi sur Instagram, parce que c'est plus simple, n'hésitez
pas du tout. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Et vous voyez, quand je vous présente ce livre, eh bien, du coup, ça me donne envie de retourner sur un roman de Christelle Duchamp. Alors, je dois encore lire L'art du meurtre et Délivre-nous du mal. J'ai lu de l'autrice Le sang des Belasco, Où tu seras reine, et Livre des souvenirs. C'est difficile de donner un préféré, mais je dirais que encore quand même Où tu seras reine, ça a été... Je pense que ça sera toujours, j'ai envie de dire, mon préféré parce que c'est ce qui m'a permis de découvrir l'autrice. Donc il y aura toujours une connotation émotionnelle pour cette lecture. Mais Le sang des Belasco, j'ai adoré et celui-ci, je l'ai adoré. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Donc j'ai envie de poursuivre ma découverte pour être à jour lorsqu'elle sortira un nouveau roman. Christelle, c'est pas pour te mettre la pression, mais il faut que tu continues d'écrire. Voilà. J'ai également lu Celle que je suis de Claire Norton. Alors ça, je l'ai lu au mois d'avril puisque j'étais en vacances en Italie, en Sardaigne. Je vous lis le résumé et je vous dis bien évidemment ce que j'en ai pensé. Discrète, ordinaire, Valentine jongle entre son petit garçon Nathan, qu'elle chérit de tout son cœur, et son travail à temps partiel dans une grande surface culturelle. Pourtant, dès que la porte de leur appartement se referme, elle vit dans la terreur, redoutant la colère et la jalousie de son mari. L'arrivée d'un couple dans l'appartement d'en face bouleverse sa vision du monde. Comment résister à la bonté de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu? Comment refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle? Peu à peu, Valentine se laisse apprivoiser, jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence, aux conséquences dramatiques. Mais alors, elle ne sera plus seule pour affronter son bourreau et reconstruire sa vie volée. Alors, ah bah tiens, il y a mes trucs de passeport à l'intérieur, super. Ce roman, ça a été une claque monumentale. J'ai mis énormément de temps à le lire. Je l'ai acheté au Salon du Livre de Paris en avril 2023. Et depuis avril 2023, j'avais envie de le lire. Mais je savais que le sujet allait particulièrement me toucher et donc je savais qu'il fallait que je le lise à un moment où j'avais les ressources pour le lire. Clairement, je l'ai acheté en avril. Au mois de mai 2024, je suis tombée enceinte. Donc pendant ma grossesse, j'ai pas du tout voulu le lire. Après la naissance d'Achille, j'en ai déjà parlé, pas forcément ouvertement, mais j'en ai déjà parlé, j'ai fait un baby blues, donc je n'avais pas du tout les ressources pour lire ce genre de livre. Et après, il faut se remettre de tout ça. Et en vacances, je me suis dit, allez, je pense que c'est le bon moment. Et effectivement, ça a été... j'avais le temps, en fait. J'avais le temps pour me poser, pour accueillir les émotions que ça allait susciter chez moi. Et pour me remettre de cette lecture, parce qu'il faut réussir à s'en remettre derrière. Ça a été une lecture hyper émouvante. Alors, vous avez été nombreuses en commentaire à chaque fois que je vous présentais le livre, en vous disant j'ai envie de le lire, à me dire mais tu vas voir, il va te marquer et tu ne pourras pas l'oublier. Et effectivement, je ne pourrai pas l'oublier. Ce livre, il raconte des choses difficiles, des choses qui me touchent personnellement. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a des scènes où j'ai eu la gorge serrée, mais bien plus que ça en fait. J'ai eu les larmes qui ont coulé, j'ai eu des reviviscences, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et ce livre, il m'a bouleversée et il m'a permis de faire une petite thérapie dans mon petit coin perso. Mais effectivement, c'est pas un livre qu'on lit à la va-vite, c'est un livre qui chamboule, que vous ayez un vécu similaire ou pas du tout, hein, mais voilà, c'est pas un livre qui peut laisser insensible. J'avais une grosse pensée à chaque fois pour ce petit Nathan qui est, comment dire, qui est le témoin de tout ça. Voilà, vous voyez, j'ai du mal encore à en parler. Lisez ce livre si vous êtes sensible à tout ce qui est violence conjugale, à la maltraitance, si vous avez quand même envie de pointer du doigt, enfin de tendre vers la résilience aussi. C'est un livre qui dégage aussi quand même beaucoup de messages positifs sur le lien à l'autre, sur la solidarité. C'est un livre, je
je trouve, qui parle de la violence conjugale dans toutes ses dimensions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. On n'est pas juste là à pointer du doigt la personne, l'auteur des violences et la victime de ces violences. On parle aussi de la part de la société dans ces violences, dans le laisser-faire, dans le déni, dans le fait que tout le monde va fermer les yeux parce que c'est beaucoup plus simple alors que tout le monde est au courant. On va aussi parler de l'importance du soutien, on va aussi parler de la difficulté à accepter la situation, de la difficulté à se tourner vers les associations. Enfin vraiment c'est multidimensionnel, c'est vraiment... voilà, on parle de la violence conjugale dans sa... Je ne sais pas si ça se dit, mais dans sa multidimensionnalité, voilà. Mais avec énormément de justesse. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de pâteau. Tout est plausible. Et tout est fait vraiment avec une extrême justesse qui fait que vous pouvez juste qu'être embarqué par ce que Claire Norton vous propose. Elle explique à la fin pourquoi elle a écrit ce livre. Ça donne du sens aussi encore. Et elle rappelle à la fin les numéros un petit peu d'urgence pour les personnes qui sont touchées par ces violences. Voilà ce que je peux vous en dire. C'est un livre qui m'a quand même beaucoup chamboulé. Là, vous voyez, rien que de relire le résumé, ça me rechamboule un peu. Donc je passe au livre suivant. J'ai également lu En Sardaigne, Je suis le feu de Max Monnoé. Max Monnoé, je l'ai connu avec Sombre, qui est le premier tome de cette, il me semble, trilogie. Je sais plus comment s'appelle le tome 3. À chaque fois, j'oublie. Je sais que c'est Sombre, Je suis le feu et À la gorge, je crois, pour le tome 3. Je vous lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je peux juste vous dire qu'on va retrouver Victor Karan, qui est un psychologue en milieu carcéral, qui cette fois va être, va être sollicité par la police pour réussir à élucider une affaire où il est potentiellement question d'un tueur en série et où il faut du coup essayer de faire vite. On est vraiment dans une traque avec un rythme très très important. Si vous êtes jeune maman, si vous êtes enceinte ou autre, ne lisez pas ce tome. Voilà. Il est génial, moi j'ai eu un vrai coup de cœur, mais attention, on parle quand même de violences faites aux femmes devant leur enfant. Je pense qu'on le dit dans le... C'est ça, dans le résumé, on dit des mères assassinées en présence de leur fils que le tueur a pourtant préservé de l'horrible spectacle. Donc voilà, juste un petit trigger warning sur ça. Moi j'ai beaucoup aimé, je retrouve Victor Karan avec énormément de plaisir. Je pense que je peux le dire, c'est mon personnage de saga préféré de tous les temps. Est-ce que c'est parce qu'il est psychologue? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il est hyper attachant, il est hyper ambivalent, il est hyper complexe, il est hyper altruiste, enfin, mais envers des personnes qui pourtant sont hyper texturées. Enfin, moi, voilà, j'ai un coup de cœur pour Victor Karan. C'est un crush psychologique, vous voyez, c'est pas un crush en mode il est séduisant, c'est vraiment un crush psychologique. Et du coup, j'adore cette saga. J'ai pas tout de suite j'ai pas envie de lire tout de suite le tome 3 parce que je crois que c'est une trilogie, après ça s'arrête, si je ne dis pas de bêtises. Et clairement, j'ai un vrai coup de cœur pour cette saga et donc du coup, je vais y aller mollo mollo. J'ai en tête piano piano parce que je l'ai lu en Italie et souvent j'entendais les Italiens dire ça. Bref, un vrai coup de cœur, je l'ai lu je pense en 2 jours. Et j'arrivais pas à m'arrêter. Je crois que je l'ai fini genre vers minuit et demi, 1h du matin. Pour rappel, à ce moment-là, mes 2 enfants ne faisaient pas encore leur nuit. Voilà. Éléonore, 4 ans et demi, Achille, un peu plus d'1 an. Je touche du singe depuis 1 mois, ils dorment. Je sais pas, il y a eu de la magie dans l'air. Donc je suis en train de compenser la 4 ans et demi de déficit de sommeil. Mais bref, à ce moment-là, les enfants ne dormaient pas et pourtant, je ne pouvais pas lâcher ce roman. Il y avait vraiment encore quelque chose d'addictif. Le rythme, il est hyper soutenu, les personnages sont hyper attachants, l'enquête, on a envie de comprendre ce qui se passe. La part psychologique, elle est super bien amenée. Bref, j'ai tout aimé. Vous allez vous dire, mais purée, elle aime toutes ses lectures, c'est nul, elle n'est pas objective. Si, je vous assure que je suis objective et il va y avoir des lectures en demi-teinte un peu plus tard. D'ailleurs, c'est le cas ici avec La fille du bus 88 de Freya Samson. Alors, je l'ai lu au mois d'avril.
Mais j'ai encore l'intrigue en tête. Je vous lis le résumé et puis je vous dis ce que j'en ai pensé. Depuis l'étage du bus à Impérial, Libby Nichols observe la ville de Londres défiler sous ses yeux. Sa vie en miettes a tout juste 30 ans. Seule et au chômage, elle ne sait plus ce qu'elle attend de l'existence. Plongée dans ses pensées, elle est soudain interrompue par un vieil homme qui entame la conversation. Lorsque Frank commence à lui raconter son histoire d'amour perdu, ce rendez-vous manqué à la National Gallery 60 ans plus tôt avec une jeune femme rencontrée dans ce même bus, et ses journées passées à arpenter la ligne 88 dans l'espoir de la recroiser. Elle est bouleversée. Déterminée à aider Frank à retrouver son grand amour avant qu'il ne soit trop tard, elle comprend qu'il est aussi temps pour elle de vivre pleinement sa vie plutôt que de la regarder passer. Alors, vous l'aurez compris, on a Libby Nichols qui est une jeune trentenaire un petit peu perdue dans son quotidien, qui va faire la rencontre de Frank qui est plus âgé, qui est plutôt sur la fin du parcours. Et elle va être touchée par l'histoire de Frank qui a passé 60 ans de sa vie à essayer de retrouver une femme qu'il a croisée dans ce même bus, 60 ans plus tôt. Et Libby, elle va se donner pour mission de l'aider, en fait. Donc, elle va commencer à placarder des affiches. Enfin, voilà, ça va vraiment être sa mission. Et à travers cette mission-là, on va surtout voir un élan de solidarité autour de Frank. Et à travers cet élan de solidarité, on va retracer un petit peu la vie de Frank et tout le bien qu'il a fait autour de lui. Et donc, on va surtout être sur la notion d'altruisme et un peu de karma, en fait, j'ai envie de dire, dans le sens où il a fait du bien tout autour de lui toute sa vie, et toutes ces personnes-là, eh bien, se mobilisent aujourd'hui pour lui offrir ce cadeau de retrouver la personne qu'il cherche depuis 60 ans, avant qu'il ne décède. C'est une bande de personnages assez atypique, assez rocambolesque, assez haut en couleur, j'ai envie de dire. Et j'ai bien aimé, mais ça reste une lecture, en fait, c'est une lecture un peu doudou que vous pouvez lire quand vous avez besoin de sourire, que vous pouvez lire quand vous avez besoin de, comment dire, d'avoir de nouveau foi un peu en l'humanité. Vous savez, ces jours où vous demandez où le monde va parce que vous êtes en train de passer une mauvaise journée, il y a quelqu'un qui vous a mal parlé, vous avez été témoin d'un manque de respect, où vous avez l'impression que tout le monde est hyper égocentré, etc. Et bien ce petit livre-là, ça peut vous donner un petit peu de baume au cœur. Ça peut être un peu réconfortant et voilà, c'est un petit livre doudou, un petit livre bonbon. C'est pas un livre dont je vais me souvenir dans 4-5 ans, mais j'ai passé un bon moment. J'ai également lu, vous voyez, je peux être un petit peu plus concise. J'ai également lu Si j'étais toi de Sesca Major, qui est une romance. Oui, j'ai lu une romance. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. 2 ans après leur rencontre, Flynn et Amy ont encore du mal à être sur la même longueur d'onde. Lorsque Flynn propose à Amy de s'installer avec lui, elle panique, commence à remettre en question leur histoire et à disséquer leur relation. Alors qu'elle songe à une rupture, Flynn a de grands projets pour sauver leur couple. Sur la route de campagne du Devon, qui les conduit au mariage de Laura, la sœur aînée d'Amy, une dispute éclate. Alors qu'un orage gronde à l'extérieur de la voiture, un éclair les frappe et chacun d'entre eux se retrouve dans la peau de l'autre. Littéralement. Découvrir les lourds secrets de leur passé respectif et comprendre leur point de vue les aidera-t-il à sauver leur relation? Une lecture drôle et émouvante sur un couple en difficulté. Alors, c'est Maëlle du Cherche Mini qui m'a proposé de le recevoir, donc j'ai dit oui parce que je trouvais que l'intrigue était hyper originale. Ben, voilà, tout à l'heure vous voyez c'était mes passeports, là c'est des marque-pages que je retrouve dans mes lectures. Donc je lui ai dit oui parce que j'ai trouvé que l'intrigue était hyper originale. Alors quand j'ai fait mon post sur Instagram sur mon retour de lecture, il y a une des personnes qui m'a dit mais ça n'a rien d'original dans le sens où c'est du vu et revu en série, sur la télé, comment on appelle ça, en film, romantique, etc. Oui, peut-être, mais en fait, moi, je suis tellement novice dans la romance que j'avais pas encore lu ou vu de film ou lu de livres avec ce processus-là. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça hyper original. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, on va être effectivement sur une romance entre Flynn et Amy, un couple où, d'un côté, il y a Flynn qui a envie vraiment d'investir son couple et de demander Amy en mariage, alors qu'Amy, elle est de son côté, clairement au bord de la rupture. Ils vont être en train de se disputer, il y a un éclair qui frappe et bim, ils changent de corps, donc Amy arrive dans le corps de Flynn et Flynn arrive dans le corps d'Amy.
Vous vous dites déjà c'est hyper loufoque, mais en plus ça arrive à un moment charnière puisqu'ils vont au mariage de Laura, la sœur d'Amy. Bien évidemment que Amy est témoin de sa sœur, donc grosse responsabilité, etc. J'ai trouvé ça hyper bien pensé parce que ça amène beaucoup d'humour, beaucoup de quiproquos. Amy et Flynn doivent vraiment essayer de se projeter sur ce que l'autre dirait au moment où ça se passe pour que personne ne comprenne qu'en fait ils ont changé de corps parce que personne ne va les croire. Et en même temps, c'est le jour J pour Laura, donc c'est elle qui doit être mise en lumière. Ils n'ont pas envie comment dire, d'accaparer en fait l'attention. C'est clairement pas le moment. Et en même temps, enfin ouais, ça amène enfin beaucoup de quiproquos et donc du coup beaucoup d'humour. Moi j'ai beaucoup aimé comment dire, les scènes un petit peu loufoques que ça a amené. J'ai aussi beaucoup apprécié le cheminement que ça pouvait engendrer sur le fait d'être dans le corps de l'autre, essayer d'avoir du coup sa perception dans leur relation. Enfin, par contre, il y a beaucoup de stéréotypes qui vont être amenés, mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien dosé. On n'est pas sur trop de clichés, trop prononcés. Mais voilà, ça reste une romance assez légère, où on rigole, où on se dit ah, ben, j'espère qu'ils vont réussir à se rabibocher parce qu'ils sont quand même bien sympas tous les deux. Je vais passer un bon moment, mais je vais pas, voilà, je m'en souviendrai plus dans quelques mois. Là, je me souviens très bien de l'intrigue, ça fait un mois et demi, je pense que je l'ai lu. Je suis pas certaine que ce soit encore le cas dans quelques mois, mais j'ai passé un chouette moment et je me suis dit que, vous voyez, avec tous les virus que j'ai eus, le fait que je sois pas très attentive, c'était la lecture parfaite. J'ai écouté en audio Qui veut la peau de mon ex-mari d'El Cosimano, qui est du coup le tome 2 de la saga Finlay Donovan est mortel. On va donc retrouver Finlay qui, eh ben, encore une fois, déjà elle n'a pas du tout le temps de s'ennuyer hein, parce qu'elle est mère célibataire, elle a 2 enfants, elle doit écrire un roman, voilà. Et comme d'hab, elle est en retard dans l'écriture de son roman. Et comme d'hab, eh bien, elle va quand même décider d'investir une enquête qui normalement comment dire, ne la concerne pas du tout, mais quand même un peu. En fait, quelqu'un veut tuer son ex-mari, sauf que bah, son ex-mari, c'est quand même le père de ses enfants. Et du coup, elle se dit, si son ex-mari est en danger, ça veut dire que potentiellement ses enfants le sont aussi, puisque ben, si il arrive malheur à son mari quand il a ses enfants, c'est-à-dire que ses enfants n'auront plus personne pour faire attention à eux au moment où ça arrivera, et que potentiellement ils seront face à une situation traumatisante. Donc du coup, elle va vraiment mener son enquête, encore une fois avec énormément d'humour, avec des moyens quand même plus que douteux. Elle a toujours cet air de romance avec un policier qui va lui permettre d'avoir quelques informations, etc. Elle va encore se mettre dans le pétrin je ne sais combien de fois. On va avoir peur pour elle tout en se disant que quand même il y a un tome 3, donc c'est qu'elle va sûrement survivre à ce tome. Mais ça aborde quand même pas mal de thématiques. Moi, j'ai bien aimé. C'était hyper distrayant. J'en demande pas plus en fait à cette saga. Je lui demande vraiment de me distraire en me faisant sourire. Et, pardon, et ça fait le job. Pareil, je l'ai écouté en faisant des petits travaux dans le jardin sur 2 jours. Et ben, en fait, j'ai pas vu l'histoire passer, quoi. C'était parce que le rythme est vraiment sympa. Donc, c'était hyper fluide. Euh, et moi, je trouve que c'est hyper drôle. Sincèrement, je trouve que cette saga est hyper drôle. Donc, j'ai bien aimé. Je vais écouter le tome 3, puisque je l'ai en version papier. C'est Charleston qui me l'avait envoyé. Mais il n'est pas encore sorti en audio, donc j'attends la sortie audio pour pouvoir l'écouter. J'ai également lu, enfin plutôt écouté Iron Flame de Rebecca Yarros, qui est le tome 2 de Fourth Wing. Je ne vous dévoilerai pas l'intrigue si vous n'avez pas lu le tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la même veine que le tome 1. Amour, aventure, ne vous attachez à personne, encore une fois, hein, parce que l'autrice aime nous malmener. La fin de ce tome, clairement, me donne envie de lire le tome 3. Elle sait très très bien faire les choses. Xaden, sois patient, je reviens, puisque le tome 3 sort le 18 juin. Attends-moi, s'il te plaît, attends-moi. J'ai un crush sur Xaden Riorson. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un crush sur un personnage. Je suis pas trop... Ah bah tiens, encore un marque-page.
Vous allez vous dire, non mais elle a combien de marque-pages? J'en ai des dizaines. J'ai tellement aimé le tome 2. Il y a beaucoup plus d'enjeux, je dirais, en termes d'aventure. Il y a un soulèvement, je peux pas trop vous en dire, mais il y a un soulèvement, il y a beaucoup de révélations, il y a un rythme de fou. Oh, moi j'adore. Coup de cœur encore, coup de cœur. Mais j'ai hâte. Quand je le renifle, je me dis que peut-être je vais un peu sentir l'odeur de Xaden. Non, je rigole, j'arrête. Vous allez me prendre pour une dingue. Ouais, coup de cœur pour ce tome 2. Bah ouais, j'ai juste envie de lire le tome 3. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et par contre, il y a beaucoup de scènes explicites dont parfois j'aurais pu me passer, même souvent, j'aurais pu m'en passer. Ça m'a un peu fait monter le rouge aux joues, clairement. Mais bon, la romance entre Xaden et Violette, elle est quand même un petit peu spicy, quoi. Mais Xaden, ouais, il est chaud. Il est chaud. C'est vraiment un bad boy, mais en même temps qui a à l'intérieur énormément de valeur. Et allez, j'arrête de vous en parler. Mais vraiment un coup de cœur. Si vous êtes un peu frileuse du fantastique ou de la fantasy, je pense que quand même c'est une saga par laquelle vous pouvez commencer, mais en audio. Parce que l'audio, il est super bien fait. Je pense qu'il y a eu un vrai financement de l'audio. Et du coup, vous avez une réelle immersion avec des bruits. Les acteurs sont hyper bons. Enfin, moi, je suis subjuguée. Et c'est vrai que quand je repasse à la version papier, je trouve ça beaucoup plus plat parce que j'ai un imaginaire beaucoup moins développé que ce que me permet d'imaginer la version audio. Donc sincèrement, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fantastique ou la fantasy, je pense que c'est une saga avec laquelle vous pouvez commencer. En tête, j'ai aussi The Prison Healer, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment bien. Hunger Games aussi, et Violette, elle me fait un peu penser à Hunger Games. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Je sais que ce que je vous ai dit, ça n'a pas, il n'y a pas beaucoup de consistance dans mon retour là, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai aussi lu Au train où va la vie. Vous voyez, c'est assez hétéroclite hein, quand même au niveau de mes lectures. J'ai aussi lu Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Dans le train qui relie Paris à Hendaye, 4 femmes voyagent dans le même carré familial, dans le même carré famille. Eliane, 82 ans, est une habituée. Coup de cœur pour Eliane. Depuis que l'amour de sa vie est parti, elle fait ce trajet 1 à 2 fois par mois pour tromper sa solitude. En face d'elle, Lola, une adolescente à fleur de peau, hésite à fuir, mais une petite voix lui souffle de rester à sa place. Quant à Pénélope et Betty, deux sœurs que tout oppose, leur retrouvaille aurait pu être différente si elles ne devaient pas se rendre au chevet de leur père malade. Sans se l'avouer, chacune espère ne pas arriver trop tôt à destination, mais aucune n'avait imaginé qu'un tronc d'arbre tombé sur les voies redistribuerait l'écart de cette journée, et peut-être même de leur vie. C'est un roman que j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas mon préféré de l'autrice, mais ça se lit hyper bien. C'est vraiment un roman contemporain avec une plume fluide, où les personnages sont plutôt attachants. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Eliane, 82 ans, qui arrive à un moment de sa vie où voilà, elle est au bout du chemin et elle se rend compte qu'elle est seule, elle est isolée parce qu'elle a voué sa vie à un homme qui lui-même a voué sa vie à une autre femme. Et voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais elle a été, je trouve, hyper touchante. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village, je dirais, dans le sens où il faut revoir un petit peu ses priorités et construire aussi notre vie pour nous, même si ça paraît hyper égoïste. Mais moi, je dis souvent à mes patients, souvent mes patientes même, qui ont du mal à lâcher prise sur le fait de prendre du temps pour elles. Elles sont toujours dans l'altruisme et dans le si l'autre va bien, alors je vais bien. J'essaye de leur inculquer aussi la culture du la seule personne qui sera là du début de votre vie à votre dernier souffle, c'est vous-même. Donc si vous ne prenez pas soin de vous-même, vous ne prendrez pas soin de la seule personne qui vous tiendra la main jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire à Eliane, mais je pense qu'elle a fini par le comprendre toute seule. Ce qui est touchant dans ce livre, c'est encore une fois les liens intergénérationnels. Voilà, il y a c'est un peu la formule magique. Hein, c'est vous mettez tout dans la marmite, vous touillez et puis la potion
prend forme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une recette magique qui fait que vous ne pouvez pas ne pas apprécier. Pour autant, c'est pas inoubliable, mais vous passez un super chouette moment. Voilà un petit peu l'idée générale. J'ai également lu Le secret de Jeanne de Sophie Astrabi. Tout commence quand Alexandra apprend le décès de son père, qu'elle croyait mort depuis 17 ans. La jeune femme n'ose pas interroger sa mère, certaine qu'elle gardera le silence. Au même moment, elle doit vider la maison de sa grand-mère tant aimée. C'est dans le sac à main de cette dernière qu'elle découvre un plan mystérieux qui lui révèle, près de la chambre, l'existence d'une porte cachée. Et derrière, sans doute, autant de secrets à percer. En entremêlant avec une écriture aussi romanesque qu'inspirée, 3 destinées féminines à 3 époques différentes, Sophie Astrabi construit un roman vertigineux sur ce que l'on transmet malgré soi. Et ce faisant, elle embrasse tout un pan de l'histoire des femmes. Alors, Sophie Astrabi, je vous l'ai déjà dit, j'ai un coup de cœur pour la plume de cette autrice, c'est-à-dire que je pense que c'est l'une des seules autrices qui a pour effet sur moi des moments un petit peu de flottement. C'est-à-dire que je vais lire une phrase, je vais vraiment fermer le bouquin, fermer les yeux et voir ce que cette phrase provoque en moi. Parce qu'il y a une certaine résonance, je ne peux pas l'expliquer. Mais elle a une écriture qui me parle énormément. Et pourtant, j'ai eu très rarement des coups de cœur pour les romans de Sophie Astrabi. C'est-à-dire que je ne suis pas amoureuse de ses intrigues, je suis amoureuse de la manière dont elle les amène, avec une plume quand même qui est hyper singulière. Je sais pas, elle sait me parler en fait. Elle sait me parler et pourtant ses intrigues ne me parlent pas tout le temps. Le seul coup de cœur que j'ai eu, c'est Billy Pretty a disparu et je m'en souviens encore. Je me souviens encore de ma lecture comme si c'était hier alors que je l'ai lu maintenant il y a 2 ans. Pour celui-ci, ça ne sera pas un coup de cœur non plus, mais j'ai passé un super bon moment. Je trouve que Sophia Stravi a évolué ici dans le sens où elle amène quand même un côté, tout un pan de l'histoire avec un grand H. On va être sur un moment charnière pour l'histoire de la France avec l'invasion allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et il va aussi être question de tout ce qu'on fait de la culture française, de tout ce qui va se passer dans le monde de l'art avec l'invasion allemande. Et ça c'est super bien amené, ça donne de la consistance à son intrigue. On va être sur un voyage dans le temps entre aujourd'hui et ce moment de la Seconde Guerre mondiale, puisque pour comprendre pourquoi le père d'Alexandra n'est pas décédé quand elle le pensait, il faut aussi revenir en arrière. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées qui sont hyper importantes. Tout à l'heure, je vous parlais de la dissociation entre l'artiste et son œuvre. Il va aussi y être question de ça à l'intérieur. Et il va être question aussi de la maternité. Voilà, il y a beaucoup de thématiques hyper importantes dans ce roman. J'ai juste pas adhéré au plot twist final. C'est quand même dommage. Et c'est ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense que ça aurait été un coup de cœur si j'avais adhéré au plot twist final. C'est pas le cas. Mais pour autant, ça reste une excellente lecture que je vous conseille vivement. C'est pas mon préféré de l'autrice puisque ça reste Billy Pretty a disparu, mais j'ai vraiment passé un agréable moment. Et encore une fois, la plume m'a énormément touchée et j'ai trouvé une vraie évolution dans tout le contexte historique qu'elle rapporte, ce qui n'avait pas été le cas dans ses autres romans. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également lu Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi. Je ne l'ai pas là en version papier puisque je l'ai prêté à une patiente. Il va être question d'une mère et sa fille qui vont être au même moment, dans un moment charnière de leur vie, pour, je dirais presque la même raison. La maman est à un moment où ça ne va pas très bien dans son couple, où son mari veut faire une pause, et ça la renvoie à quand même beaucoup de choses. Au moment où sa fille va vivre peut-être, on va dire, son premier chagrin d'amour, j'irai même un peu plus loin que ça, c'est qu'elle vit une relation toxique dont elle ne se rend pas compte parce qu'il y a la naïveté de l'adolescence et on voit pas le mal partout. Enfin voilà, quand on devient adulte, on a un peu plus conscience des choses. Et il va être question surtout de santé mentale. Et là, j'ai envie de dire bravo Virginie Grimaldi d'aborder ce thème-là de la santé mentale au moment où, en France, c'est l'une des grandes causes de l'année 2025, la santé mentale. Alors,
Il y a pas mal de campagnes qui sont faites autour de l'importance de la santé mentale, mais aussi autour de la stigmatisation des troubles psychiques pour pouvoir permettre, eh bien, j'espère, à court voire moyen terme, l'acceptation en fait, de ces troubles psychiques et la réintégration dans la sphère sociale, socio-professionnelle, etc. Mais voilà, il y a vraiment un souhait de préserver la santé mentale et en même temps de lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques en 2025 en France. Donc je trouve que ce roman, il arrive pile poil au bon moment. Il aborde très bien, je trouve, ce que peut être la fragilité psychologique en lien avec l'adolescence, sans minimiser en fait, sans banaliser, parce qu'aujourd'hui on est aussi dans une société où quand les ados vont pas bien, on se dit oh c'est normal, il est ado, et on minimise et on n'est pas à l'écoute. Et alors oui, il y a des ados qui sont dans une gestion émotionnelle approximative sans pour autant qu'on puisse parler de pathologie psychologique. Mais il y a d'autres ados quand même qui sont dans un mal-être plus prononcé et qui vont déjà en fait déclencher des troubles psychiques et qui, s'ils ne sont pas pris en charge, vont les suivre jusqu'à la fin de leur vie. Et il est question de ça en fait dans ce roman, je vous en dirai pas beaucoup plus. C'est pas mon roman préféré de l'autrice, mais j'ai passé un chouette moment et alors c'est rigolo, enfin c'est rigolo. Je me suis à la fois projetée dans l'histoire de la maman, parce que moi-même je suis maman et que j'ai clairement envie de protéger ma fille et mon fils de tout, tout le temps. J'aimerais pouvoir les mettre dans une bulle et leur promettre que rien ne leur arrivera. Et je sais que je n'ai pas malheureusement ce super pouvoir et qu'ils vont apprendre de leurs expériences et certaines expériences seront douloureuses et je ne pourrai qu'être là pour les soutenir sans pouvoir effacer leur douleur. Donc j'ai été, voilà, je me suis beaucoup projetée aussi dans ce rôle de maman. Mais je me suis également projetée dans l'histoire de cette fille, de cette adolescente qui est en difficulté parce que ben, moi-même j'ai été adolescente et que moi-même j'ai eu des périodes plus difficiles que d'autres. Donc je me suis retrouvée un petit peu dans l'ensemble des personnages qui étaient quand même hyper attachants. Il va être aussi question un petit peu de ce qui est transgénérationnel, c'est-à-dire de ce qu'on transmet sans le vouloir, hein, et bien d'une génération à une autre. On l'a vu que la génétique montrait aussi quand même des mutations par rapport au vécu. Et donc on a l'histoire de nos ancêtres dans notre ADN et c'est aussi pour ça parfois qu'on va porter des traumatismes qui ne sont pas les nôtres. D'où l'importance de savoir se prendre en charge pour ne pas transmettre d'une génération à une autre. Il va être question de tout ça et c'est super bien écrit. J'ai parfois trouvé que l'humour était peut-être un peu trop prononcé, il y avait parfois peut-être un peu de familiarité qui n'était pas nécessaire, mais pour autant ça reste Virginie Grimaldi, donc moi j'ai envie de tout lui pardonner, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai passé un très très bon moment. On l'a lu dans le cadre du Read Together de mai et bah, ça a été clairement apprécié de manière générale. J'ai également écouté The Love Hypothesis de Elie Hazelwood. Je ne l'ai pas en version papier, c'est la première fois que j'écoute un livre audio sans avoir la version papier et clairement, je le vis plutôt bien et j'ai décidé que je n'achèterais pas ce roman. Même si je l'ai beaucoup aimé, je me suis dit non, tu ne l'achèteras pas. Alors il est question en fait, je n'ai pas du coup le résumé, j'ai pas sorti d'ordinateur, etc. Mais il est question en fait d'une romance dans un milieu universitaire où on va avoir Olive, qui est une doctorante, qui va essayer en fait de feindre une histoire d'amour pour que sa meilleure amie puisse elle-même vivre en fait son histoire d'amour. En fait, sa meilleure amie est tombée amoureuse de l'ex d'Olive. Et Olive, pour lui faire comprendre que clairement cet ex, il n'a pas du tout d'importance pour elle, elle va essayer de faire croire à sa meilleure amie qu'elle était amoureuse d'une autre personne. Sa meilleure amie passe dans un couloir, elle prend le premier venu, Olive prend le premier venu et elle l'embrasse, sauf que, eh bien, en fait, c'est un professeur de l'université qui est vraiment connu pour être, comment dire, acariâtre, pour pas être sympa du tout, pour toujours casser les doctorants, enfin vraiment le gars détestable. Et à la plus grande surprise d'Olive, il va accepter en fait de faire semblant d'être en couple avec elle, puisque lui est en attente d'une bourse, enfin d'un financement que l'université ne veut pas lui octroyer, puisque l'université est persuadée qu'il va aller dans une autre université,
Donc elle ne veut pas lui octroyer les finances en sachant que potentiellement il ne va pas rester. Donc lui, s'il fait semblant d'être en couple avec Olive, eh bien l'université va penser que oui, il va rester puisqu'il est en couple avec une étudiante de l'université. Bref. Donc c'est un faux couple qui va évoluer avec Olive qui est hyper sensible, qui n'a pas confiance en elle, et lui, alors je ne sais plus son nom, qui ben, au contraire en fait est connu pour être quelqu'un d'assez franc, d'assez impulsif, un peu bourru. Et vous doutez bien que c'est pas aussi manichéen que ça. On va avoir des subtilités qui vont faire qu'on va apprendre à connaître ces deux personnages et qu'ils vont tous les deux, je pense, révéler le meilleur de l'autre. Moi, j'ai adoré la temporalité de leur relation. J'ai aussi beaucoup aimé les thématiques annexes qui étaient abordées, comme le harcèlement, comme, je dirais, la prise de pouvoir en fait de certaines personnes de par leur prestige, de par leur place professionnelle, universitaire. Et c'est ce qu'on voit quand même assez souvent dans les laboratoires. J'en parle en connaissance de cause puisque ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'on est dans un labo de recherche et que bah, j'y suis allée aussi un petit moment dans ces labos de recherche pour mes études. Et on sent bien que certaines personnes sont assez malveillantes et vont user, entre guillemets, de leur position, de leur posture pour pouvoir essayer d'avoir certaines choses d'autres personnes. Bref, j'irai pas plus loin dans mon descriptif, mais il y a des thématiques hyper importantes qui sont abordées et je trouve que l'intrigue est super bien menée. On n'est pas que autour de la romance, il y a vraiment d'autres thématiques qui sont injectées dans l'intrigue. Et du coup, ça donne une certaine consistance à l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais vraiment une jolie romance. J'ai adoré la fin, j'ai adoré les prises de position des personnages au moment où ça devait être pris. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette romance. Et ça m'a donné envie de lire d'autres romans d'Elia Hazelwood, mais j'en ai parlé avec Lauriane puisque je suis allée chez elle lundi. Elle m'a dit que ça avait été son livre préféré de l'autrice. Donc en gros, j'ai un peu lu le livre que moi-même je pourrais préférer de l'autrice et du coup, ça donne moi envie de les lire, de lire les autres. Bref. Je ne vous parlerai pas de ces deux romans que j'ai lus début juin. Là, je suis en train de lire De vérité, un mensonge, paru chez Hauteville, dont je vous parlerai aussi donc, dans la prochaine vidéo. Là, vous voyez, il y a une romance, un cozy mystery. Celui que je suis en train de lire, du coup, c'est un thriller psychologique. La lecture d'après, c'est le nouveau roman de Morgana Alves, donc ça sera du roman contemporain. Et après, ça sera sûrement le tome 3 de Force Wing, donc ça sera la new romance. Bref, vous l'aurez compris, ça sera encore une vidéo assez hétéroclite pour la prochaine. En tout cas, je m'arrête là parce que je pense que ça va faire 1 heure que je vous parle. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce contenu. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à me mettre un petit soleil puisque c'est l'arrivée des beaux jours dans le Nord et ça fait un bien fou au moral. Si vous avez envie de me parler de vos dernières lectures, n'hésitez pas non plus. S'il y a des livres que vous avez lus et que j'ai lus, eh bien n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous l'ai déjà dit, le seul moyen, entre guillemets, pour moi de savoir que mon contenu vous plaît, c'est en likant ou en commentant mes vidéos. Et si j'ai pas de retour de votre part, il n'y a pas vraiment de sens à tout ce que je fais là. Donc voilà, si vous avez envie de me soutenir un petit peu, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment du visionnage. Et surtout, comme d'habitude, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir